Voilà. Donc, on va démarrer le temps que je vous présente en 2 mots le cercle cinéphile et expliquer aux jeunes gens, jeunes femmes, parce qu'il y a même pas un seul garçon de l'UPEC ici, où est-ce qu'elles sont et pourquoi elles sont là. Je le dirai différemment de ce que vous a dit évidemment votre maître de conférence Frédéric Montondo, que je remercie encore une fois de ce partenariat formidable qui rajeunit la salle, puisque nous ne sommes pas vieux, mais nous sommes moins jeunes. On va dire. Nous allons dire les choses comme ça, n'est-ce pas? Donc, le Cercle Cinéphile, c'est sa 10e séance depuis sa création. Une création qui a prolongé d'ailleurs une semaine open world au cinéma qu'on avait organisée avec mon amie Irena Bilic qui est ici présente, que je vais présenter bientôt en 2 minutes et qui sera notre intervenante avec Mathieu Machrek, qui est ici aussi et que je présenterai après. Et donc, nous avions fait cette semaine Open World au mois de novembre 2021 dans le cadre d'un festival que j'aime beaucoup, dont je suis partenaire avec, qui est dirigé par Irena Bilic, toujours la même, l'Europe autour de l'Europe. Et nous avions voulu offrir à cette occasion, l'Europe autour de l'Europe, c'est la grande Europe, une ouverture sur le monde, puisque c'était une période quand même très triste, où on refermait les frontières et on disait il faut les réouvrir, il faut les ouvrir en grand, et le cinéma est un beau vecteur de la connaissance des peuples et des cultures du monde entier. Et puis, ce cinéphile, il trouve toute sa place dans l'actualité et dans l'espace, puisque, comme vous le savez, le monde vit une période difficile, ça se refracture en bloc, et donc on aimerait bien, nous, évidemment, retravailler ou travailler, continuer à travailler pour un monde plus ouvert, solidaire, réconcilié, tant que faire se peut, on verra bien. Mais en tout cas, l'avenir vous appartient, les jeunes, pour réussir ce défi. On vous accompagnera le temps qu'on peut, le temps qui nous reste. Et puis après, vous prendrez le relais. Alors, vous êtes ici dans une salle de la FNTP, c'est la Fédération nationale des travaux publics. C'est une fédération de grandes entreprises. Les noms vont peut-être vous dire quelque chose. Vinci, Veolia, Bouygues, travaux publics, génie civil, assainissement et autres problèmes, électricité, eau, bâtiments, etc. Et qui sont partenaires du Cercle Cinéphile. Et heureusement, quelques entreprises nous soutiennent parce que sinon, on ne pourrait pas organiser, bien sûr, un cercle comme celui-ci. Donc, nous essayons d'offrir, on l'a créé avec mon cher ami et mari Philippe Herzog ici présent et des amis partenaires, donc encore Irena Bilic, mais aussi Éric Bonch qui est ici, Frédéric Montandon de l'UPEC et d'autres amis. On a créé ce cercle avec la volonté d'intervenir sur des sujets d'actualité, alors qui touchent aussi bien à l'économie, au social, au culturel, à l'éthique, à la politique, enfin des sujets qui concernent absolument la vie en société, ici et ailleurs, pour croiser nos regards sur comment les peuples réagissent face aux événements. On vit souvent les mêmes, mais évidemment pas de la même façon, et pas avec la même histoire, pas avec les mêmes traditions, pas avec les mêmes identités. Et évidemment, ça fait beaucoup de richesse tout ça, mais le temps de connaître tout ça, vous imaginez. Alors le cinéma, c'est un très bon vecteur. Donc on a décidé d'organiser des conférences où nous avons des sujets. Le dernier en date, c'était la monnaie. Vous imaginez, qu'est-ce que c'est que la monnaie? Sa place dans les crises financières qui ont beaucoup d'impact sur la vie des gens. Donc, et nous avions là 2 grands économistes pour nous parler de cette crise, Philippe Herzog et Jacques Delarosière, qui avait été président du FMI, gouverneur de la Banque de France. C'était formidable. Et ensuite, nous avons passé un film, un des plus grands films de l'histoire du cinéma, Les raisins de la colère de John Ford. Et je me suis aperçue que parmi nous les vieux, il y en avait qui ne connaissaient pas, et parmi les jeunes, ils étaient très très peu à le connaître. Donc ça nous a permis de revenir sur l'histoire du XXe siècle, la crise financière qui a frappé les États-Unis d'abord et puis le monde entier,
et qui a eu évidemment des conséquences terribles sur la vie des fermiers aux États-Unis qui ont dû être expropriés parce qu'ils ne pouvaient plus rembourser leurs dettes dans les banques. On a reconnu ça en 2008 d'ailleurs avec une autre crise financière. Là, c'était pas les fermes, c'était les maisons. Et puis, elle nous pend au nez, la crise financière. Il y en a une autre qui se prépare. Et on est déjà frappé par la crise économique, climatique, géopolitique. Et donc, voilà, que faire pour l'en empêcher? On essaye de revisiter le passé pour essayer de comprendre notre présent et trouver les solutions pour l'avenir. Donc c'est très, très ambitieux. Mais on aime ça. On est engagé depuis 50 ans. Et puis on continuera. Hein. On est contre la retraite, vous l'aurez compris. Ici, il n'y a pas de pancarte, ma retraite, mon temps libre. Non, 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 travaillons, travaillons, aimons notre travail et puis on verra après. Hein. Voilà, donc je fais toujours un petit peu de politique au passage. Hein. Voilà, donc ce soir, nous avons notre 10e séance. Nous devions accueillir Edgar Morin. Je veux l'excuser, il est fatigué et puis en plus il est parti quand même à l'étranger, tout fatigué qu'il est, et donc il ne pouvait pas être parmi nous ce soir, mais il nous salue bien. Je lui avais proposé de nous faire un petit mot, finalement ils n'ont pas eu le temps, c'est dommage, mais enfin ce n'est pas grave. C'était lui qui était demandeur, il voulait qu'on fasse une soirée sur l'Europe et qu'on vende son bouquin d'ailleurs, Penser l'Europe, il a réécrit la préface. Donc, il était tout content qu'on puisse présenter son livre. Et puis, finalement, il sera peut-être là une autre fois. Mais en tout cas, alors que faire pour remplacer Edgar Morin? Avec Edgar Morin, j'avais proposé de passer Europe 51 de Rossellini déjà, que j'ai regardé. J'ai trouvé un peu complexe, un peu hard, très beau. Ben, on le verra la prochaine fois. Et puis, j'ai dit, tiens, pourquoi pas le néoréalisme italien, le néoréalisme tout court, mais quand même le néoréalisme italien, et Roberto Rossellini, qui est un très très grand cinéaste du milieu du siècle dernier et qui a fait plusieurs trilogies, enfin plein de films magnifiques. Et sans vouloir citer Philippe, voilà, avec John Ford, avec Mizoguchi, un japonais, et Rossellini, nous avons là un trio, le summum du cinéma. Et Mathieu nous a rajouté Charlie Chaplin. Je partage complètement le 4e pilier du cinéma. Alors, il y a des grands cinéastes partout, évidemment. On ne pourra pas tout vous montrer, mais ces trois-là, en tout cas, et Charlie Chaplin aussi, on vous les montrera. On a déjà montré Roberto Rossellini. On a passé Pascal, on a passé Descartes, on a passé Saint-Augustin. Ça, c'était plutôt une découverte des grands philosophes avec un souci d'éducation populaire de Rossellini, puisqu'il avait fait ses films pour la télévision. Et alors, accrochez-vous bien, 16 millions de téléspectateurs italiens pour ces films. Une autre période, un autre pays, un autre peuple. J'imagine pas les Français, 16 millions devant leur télévision en train de découvrir Descartes. Et pourtant, Descartes était un Français. Hein, donc, et c'est à la mode. Philippe Herzog vient de faire un bouquin, Les failles de la raison pour un nouveau discours de la méthode. Descartes, ça vous dit quelque chose, les jeunes? Alors, voyez, vous avez beaucoup, beaucoup à découvrir, à apprendre. Alors, ce sera peut-être un peu complexe. Ce sera peut-être un petit peu compliqué. Je sais que les jeunes ne connaissent pas bien le cinéma, ne connaissent pas beaucoup l'histoire, ne font pas d'économie, ne connaissent pas le monde. Donc, vous avez tout à apprendre. Vous êtes les bienvenus ici. On espère vous y revoir. Et ce soir, vous allez découvrir une période après-guerre, juste après la guerre, de reconstruction, déjà de sortie de la guerre, pour des pays comme l'Allemagne ou comme l'Italie et les autres. Enfin, ces deux-là en particulier, qui ont connu le nazisme et le fascisme. Et puis, la reconstruction, le début de reconstruction, avec des films sensationnels, Rome, ville ouverte, Allemagne année zéro, que nous allons découvrir. Alors, je ne vais pas en dire plus, moi, simplement vous laisser écouter deux amis formidables, un grand spécialiste de la période néoréaliste et de Rossellini, Mathieu Macheret. Tu peux venir, Mathieu. Il est critique dans les cahiers du cinéma, dans le monde, il critique cinéma dans le monde. Il écrit dans les cahiers du cinéma, il a fait l'école de cinéma, le NS Louis Lumière, et il a travaillé pour les Jésuites aussi. Il est peut-être lui-même d'ailleurs. Hein, non. Mais nous, on aime bien. Hein. Et puis, voilà, donc il va nous dire quelques mots. Et Irena
Irena Bilic, donc, qui est membre de l'Académie européenne du cinéma, qui dirige le festival L'Europe autour de l'Europe. Elle est elle-même anthropologue, elle parle 5 langues, c'est mon amie. Ça, c'est en plus. Et on est très content de les accueillir tous les deux. Et je leur laisse tout de suite la parole et je vous dis à tout à l'heure. Ils vont vous présenter, vous aurez quelques questions en échange avec eux. Nous projetterons le film. Et après le film, bien sûr, vous aurez aussi le droit de poser quelques questions sur le film qui ne va pas manquer, j'en suis sûre, de vous interpeller. Il est dur, hein, mais c'est beau. Et puis, il faut savoir ce qui s'est passé dans notre Europe et à la sortie de la guerre. Mathieu, Irena, c'est à vous. Bien, merci Claude, merci pour l'invitation. Bonsoir à vous tous. On est réunis ce soir pour une belle soirée qui se profile autour de Roberto Rossellini, qui est l'un, je crois, des plus grands cinéastes qui ait existé, qui a traversé tout le XXe siècle italien. Il est né en 1906, il est mort en 1977 à Rome, dans la même ville. Il a commencé à tourner au milieu des années 30 et il est connu pour avoir en quelque sorte lancé ou en tout cas propulsé le cinéma italien à l'issue de la guerre, dans la foulée du mouvement de libération, puisque ce qu'on a appelé le néoréalisme, sur lequel on reviendra, est évidemment intrinsèquement lié au mouvement de libération de l'Italie. C'est quelqu'un qui a été présenté et qu'on reconnaît encore aujourd'hui comme le premier grand cinéaste moderne qui a incarné la modernité d'après-guerre au cinéma, c'est-à-dire qui a causé une rupture profonde dans l'expérience qu'on avait des films jusqu'alors, dans la façon de regarder le monde et dans la façon de le filmer. Moderne, d'abord parce que, en effet, il y a un événement terrible, fondamental, qui est pour lui le point de départ de la plupart de ses films, qui est la Seconde Guerre mondiale. Et il y a dans le cinéma de Rossellini, à partir de Rome ville ouverte, en 1945, l'idée que, après la Seconde Guerre mondiale, on ne peut plus filmer le monde de la même façon. Quelque chose a changé de fond en comble dans la conscience humaine. Et ça appelle une refondation politique, une refondation esthétique et une rénovation de fond en comble du regard, du sensible. Et c'est ce qu'il va se proposer de faire dans son cinéma. Le néoréalisme, ça ne commence pas avec Rossellini. Je crois que on le fait dater en général les débuts du néoréalisme. Je crois que c'est 1943 avec Ossessione de Luchino Visconti, les amants diaboliques en français. C'est un film adapté d'une nouvelle américaine de James Cain, Le facteur sonne toujours deux fois, qui se passait dans la plaine du Pô, que Visconti a transposé dans la plaine du Pô et avec laquelle il a fait un bond de réalisme dans la représentation. Et puis arrive la libération de Rome, juin 1944, Rossellini, dont on pourra revenir un petit peu sur le passé de cinéaste, mais à ce moment-là, il est lui aussi dans une rénovation personnelle profonde. Il engage ses propres deniers, son argent propre pour tourner dans le sillage immédiat de la libération de Rome, de la libération de Rome, Rome ville ouverte. Ce film qui va parler de la résistance à Rome, et de montrer comme ça plusieurs martyrs de la résistance. Et à partir de ce film-là, qui sera une révolution, il faut bien le dire, tout change à partir de Rome ville ouverte, il va constituer autour de ce geste fondateur une trilogie, ce qu'on appelle aujourd'hui la trilogie de la guerre, avec deux autres volets, que sont Paisa, l'année suivante, et puis Allemagne année zéro, que vous allez donc voir ce soir. Donc le film qu'on va découvrir est un des volets de cette trilogie. Et il n'est pas du tout... Alors, Rossellini est un cinéaste italien, je vous l'ai dit, mais Allemagne année zéro, c'est un film qui a été tourné à Berlin
en Allemagne, sur les ruines, voilà, de la ville, de la guerre, des affrontements qui ont eu lieu. Et cette trilogie-là, voilà, elle est fondamentale dans le sens où elle va inaugurer, en effet, une sorte de renouvellement profond et complètement novateur du cinéma, dans le sens où on va se départir de certaines habitudes du cinéma classique, de certaines conventions qui avaient lieu auparavant, d'une certaine forme peut-être un peu artificielle, et profiter de ce que même les structures du cinéma italien avaient été détruites. Il n'y a plus de studio, il n'y a plus rien pour faire du cinéma. On est obligé d'utiliser du matériel léger, de descendre dans la rue. Rossellini, comme je vous le disais, met son propre argent pour tourner Rome, ville ouverte. Et cette précarité dans les conditions fait que l'esthétique elle-même s'en trouve bouleversée. Voilà, bon, bah, ça c'est une petite introduction. Je pense que je peux te passer la parole, Irina, si tu veux continuer. Oui, bonsoir et merci Claude encore. Et voilà, nous faisons ça de façon tout à fait obstinée depuis maintenant 18 ans. Nous présentons ces classiques du cinéma européen de partout dans l'Europe, soit des œuvres complètement inédites, soit des œuvres oubliées. Et donc on les remet d'une certaine façon en circulation, en les présentant à des publics tout à fait nouveaux, comme des jeunes publics, mais aussi à ceux qui ont pu les voir et les oublier. Et puis voilà, ce film que nous avons déjà montré au Festival d'Europe autour de l'Europe. C'est ça, évidemment, je ne suis pas spécialiste ni d'aucun cinéma. D'ailleurs, je ne suis pas spécialiste, certainement pas de néoréalisme. Néanmoins, j'ai lu évidemment beaucoup de contributions, et puis j'ai vu les films, et puis j'ai revu les films. Et la chose qui est frappante aussi bien dans la littérature que dans les box-office, dans les recettes, c'est que le film de ce soir, L'Allemagne année zéro, est le film qui a eu le moins de succès. C'est-à-dire, c'est le film qui a eu le moins de succès critique, le moins de succès auprès du public. Et c'est le film, même dans les histoires, éminentes histoires du cinéma, par exemple celle de David Cook, où vous avez un grand chapitre sur le néoréalisme italien et sur les films de Rossellini. Ce film, on passe de façon tout à fait nonchalante, etc. On en dit très très peu. On dit qu'il n'a pas eu de succès, mais on ne dit pas parfois on a dit que c'était parce que c'était trop pessimiste, n'est-ce pas, ou que ça ne donnait pas de réponse à la situation. Et donc je pourrais tout à l'heure, si on a le temps, vous citer, ou après la séance, j'ai pris quelques extraits de quelques déclarations de Rossellini. Et en fait, on se demande tous, en voyant ce film, et vous allez voir qu'il est, comme disait Claude, et comme Mathieu disait, c'est que il est tourné juste en 46, il est tourné juste à vif. Au fait, c'est presque... Et c'est là que réside probablement le secret. Le secret, c'est que ça aurait pu être un documentaire. En fait, on aurait pu faire un documentaire, aurait pu exister, mais un documentaire de telle teneur, en fait, de telle sorte, n'a pas existé. Du moins pas un qui dure 1h30, qui est voilà, présenté dans les... Et alors, moi, en le revoyant, et ce qui m'intéresse le plus lors de cette séance, c'est comment on va, pour ceux qui l'ont vu, comment vous allez le recevoir. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas vu, quelles seront vos réactions? Donc j'ai un peu peur de dire les qualités que je lui trouve. Ce qu'on peut préciser, alors on a un peu parlé de Rome, ville ouverte, que Rossellini a tourné à Rome, Rome à peine libérée, hein, juste dans la foulée de la libération de la ville en juin 1944, où on voyait encore en effet les traces des affrontements, les balles sur les murs, les immeubles détruits,
C'était une fiction écrite notamment avec un autre cinéaste très célèbre qui faisait partie de qu'il avait recruté dans un journal qui est Federico Fellini, que certains connaissent peut-être, sans doute, d'ailleurs, qui est aussi un immense cinéaste italien. C'était de la fiction, c'était écrit, mais il y avait en effet une façon de tourner en situation, dans les lieux mêmes, avec une partie d'acteurs professionnels, mais pas seulement, aussi des gens qui vivaient sur place, des amateurs, et de faire un mélange, ce que Rossellini appelait lui-même l'amalgame, de mélanger des comédiens professionnels et des amateurs qui s'équilibraient les uns les autres. Il faisait ça souvent. Et voilà, il y avait en effet une empreinte documentaire de la ville de Rome, libérée de cette ville, voilà, qu'on voyait en l'état, quoi. Et donc, ce qui est très important de dire au sujet de Rossellini, c'est que c'est un cinéaste quasiment de l'actualité au sens des actualités qu'on projetait jadis dans les salles de cinéma avant le film, hein, qui étaient des sortes d'infos, ces informations, c'était le 20h, le journal du 20h, si on veut. Voilà, c'était un peu ça, quoi. Et Rossellini est un cinéaste d'actualité dans le sens où il est toujours en prise, en tout cas au moment de cette trilogie de la guerre, avec l'histoire à chaud, l'histoire qui vient de se dérouler, les traces de l'histoire dans la réalité, c'est ça qu'il enregistre, c'est ça qu'il filme. Et c'est exactement ce qu'il va faire avec Allemagne année zéro aussi, où il va filmer ce Berlin en ruine, essayer de voir le lendemain de la défaite. Qu'est-ce que c'est que ce lendemain-là ? Comment on retrouve une société qui a vécu des années dans le nazisme, qui s'est enfoncée dans la guerre d'une manière terrible, et qui tout à coup est occupée par différents pays, par les vainqueurs, les alliés. Qu'est-ce qu'il en est de cette société ? Est-ce qu'elle est encore viable ? Est-ce qu'elle a un avenir ? Qu'est-ce qui se passe ? Et Rossellini, l'un des grands apports qu'il fait au cinéma, c'est que, et qui est aussi une des preuves, un des indices de sa modernité, c'est qu'il ne construit plus les histoires de la même façon. Déjà, Rome, ville ouverte était fait d'épisodes, une écriture épisodique. C'est pas un arc narratif tendu du début à la fin, c'est qu'il y a une multiplicité de personnages et plein d'épisodes. Paisa était un film avec plusieurs récits mis les uns au bout des autres. On prend un film de 1950, Les 11 Fioretti de François d'Assise. C'est tiré comme ça de plusieurs histoires sur Saint François et ses disciples. Hein. Il y a une façon comme ça de casser la primauté du récit qui serait voilà, un arc narratif unique, un début, un milieu, une fin. Non, chez Rossellini, les temps faibles sont aussi importants que les temps forts. L'observation est aussi importante que l'action. La description compte de la même façon. Il n'y a pas de hiérarchie entre toutes ces choses-là. Et Allemagne, année zéro, nous montre un paysage, une société, différents personnages qui se relaient, qui sont voilà, tous reliés par le petit Edmund, un petit garçon blondinet qui se balade comme ça dans les ruines fumantes de Berlin. Et c'est ça qui est tout à fait saisissant. Et je crois que si on a accusé le film de pessimisme, enfin en tout cas d'être sombre, terrible, il l'est en effet parce que la situation est assez effrayante à ce moment-là. On se rend compte, et Rossellini voit très bien, que les structures du nazisme sont toujours là. Elles n'ont pas disparu avec la victoire des Alliés, elles n'ont pas disparu, elles ne se sont pas volatilisées. La dénazification n'est pas un processus qui se fait en un claquement de doigts. C'est quelque chose qui tient toujours. C'est quand même un ciment social, malgré tout, qui est encore présent et dont on ne se débarrasse pas si facilement. Et j'ajoute une dernière chose, c'est que ces 3 films de la trilogie, ce sont des films de colère aussi pour Rossellini. Il y a quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre de la description, il y a une alerte aussi qui est lancée à l'Europe et aux Européens, une sorte d'avertissement. C'est ça que je voulais
Oui, il dit à cette remarque ou à cette accusation, Rossellini répond en disant que non, pas du tout. Au contraire, enfin, de ce qu'il y voyait, ce n'était pas du tout le pessimisme, c'était même une sorte d'optimisme, parce que, dit-il, permettre aux hommes de se reconnaître, de se juger, de prendre conscience des injustices et des chantages dont ils sont les victimes. Et donc, les peuples, bien, ce n'est pas lui qui le dit, mais c'est quelqu'un qui écrit sur lui qui le dit, c'est les peuples bien informés sont les plus difficiles à gouverner. Donc, c'est une chose extrêmement importante, et on a insisté aussi il a insisté sur le fait que c'était presque un projet éducationnel, en fait, c'était éducatif. Et le projet éducatif, c'était de voir comment il était, et c'est visible dans le film, comment il était difficile de reprendre une éducation, etc. Comment cela a été enraciné, comment le nazisme, en fait, il n'aurait pas eu un tel succès s'il n'avait pas eu une telle force. Et dans ce film, il le constate évidemment d'une façon artistique. Donc, il faut le chercher. Ce n'est pas téléphoné, ce n'est pas annoncé, mais c'est aussi un des messages, et c'est aussi un des messages à l'Europe, un des messages à l'Italie, un des messages. C'est une tentative de contribution à la fondation de cette nouvelle Europe. Et puis il y a quelque chose que je voudrais aussi dire, que comme je vois énormément de nouveaux films, je vois énormément de films de nouveaux auteurs, de jeunes auteurs de partout, et en revoyant maintenant cette trilogie de Rossellini, je me suis dit la même chose que les cinéastes les futurs cinéastes de l'époque de Rossellini. Il disait, par exemple, Jacques Rivette, il disait que chaque nouvelle tentative de filmer ou chaque nouveau cinéaste devrait traverser cet essai devrait traverser la prisme de Rossellini. C'est un examen. En fait, c'est un examen. Je pense qu'aujourd'hui, et vraiment je le pense, ça serait aussi un examen. Il faudrait que ça soit un examen d'entrer dans le monde de création cinématographique. Oui, c'est vrai. Parce que ce qu'on peut dire, en tout cas, de Rossellini et de cette trilogie de la guerre, qui est un des points forts, un des coups d'envoi très, très puissants du néoréalisme, c'est que jamais Rossellini ne sera pour autant réductible au néoréalisme, et qui va très vite, à l'issue de cette trilogie, être désigné comme un dissident du néoréalisme et critiqué vivement par les tenants du mouvement lui-même, c'est-à-dire néoréalisme, donc nouveau réalisme, donc une nouvelle façon de filmer les choses, plus en prise avec les réalités sociales, la description des classes les plus défavorisées de la société. Hein. C'est ce à quoi s'attelait ce cinéma de la libération. Et le néoréalisme est souvent... on l'a défini par opposition à ce qui a précédé, c'est-à-dire un cinéma de studio, où les studios étaient constitués, marchaient pleinement, et un cinéma qui, comme il s'enfermait dans les studios, était coupé de la réalité et qui représentait comme ça des classes bourgeoises, aisées, etc., qui étaient présentées au grand public, voilà, qui ne les représentait pas forcément, et qu'on a appelé le cinéma des téléphones blancs. Alors c'est par métonymie, parce que souvent dans ces cinémas qui se passaient dans des intérieurs bourgeois très aisés, il y avait des téléphones blancs qui étaient du dernier cri, le dernier chic à l'époque, c'était d'avoir des téléphones blancs. Donc on a appelé ce cinéma-là le cinéma mussolinien en quelque sorte, cinéma des téléphones blancs. Le néoréalisme arrive, c'est la libération.
Rossellini en fait partie, il lui donne 3 de ses plus beaux joyaux, qu'on a un petit peu définis, et très vite, après, il est déclaré comme dissident du mouvement, ou s'en écartant, non orthodoxe en tout cas. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a une part de spiritualité qui va s'exprimer dans le cinéma de Rossellini, et le néoréalisme, en très peu de temps, entre 45 et 47, 48, est très vite pris en charge par une figure centrale qui est celle d'un scénariste, Cesare Zavattini, qui va un petit peu incarner la centralité de ce mouvement-là et devenir le scénariste attitré de Vittorio De Sica, puis de tas d'autres cinéastes, et qui va transformer cette ambition de réalisme, je dirais, en mélodrame social. Il faut dramatiser des questions sociales, etc. Et ça va se figer un petit peu dans cette posture-là, le néoréalisme. Et Rossellini n'est pas du tout là-dedans. Rossellini, très vite, va se renouveler avec Léonce Fioretti, on l'a dit, il parle de Saint-François et il rénove complètement l'image qu'on pouvait avoir de Saint-François d'Assise, et où il en fait une espèce de communauté politique des franciscains. C'est tout à fait saisissant comme film. Et puis, très vite, un autre ensemble de films, 5 films qui va tourner avec Ingrid Bergman, qui voit Rome ville ouverte à New York, au Festival de New York, qui tombe. Ingrid Bergman, qui est une grande actrice hollywoodienne à l'époque, d'origine suédoise certes, mais qui est une star, qui a tourné chez Hitchcock, etc., qui est une grande star d'Hollywood, qui voit Rome ville ouverte et qui tombe complètement folle du film, qui écrit une lettre passionnée à Rossellini. Il lui dit, voilà, si vous voulez tourner avec moi, j'arrive tout de suite. La lettre est magnifique. Et à partir de là, elle devient une figure une nouvelle figure de son cinéma qu'il va lui aussi complètement rénové, c'est sa compagne, et ça devient le sujet occidental dans les films de Rossellini, ce sera Ingrid Bergman, qui est à la fois un personnage qui est amené, lui aussi, à faire des chemins de rénovation dans les films, dont la conscience se transforme, évolue. Hein, voilà, c'est souvent ça, les films autour d'Ingrid Bergman, avec un fond de spiritualité chrétienne qui est assez présent. En fait, Rossellini est catholique, il s'en cache absolument pas. Ce n'est pas un cinéaste fervent ou pieux ou quoi que ce soit qu'on pourrait classer là-dedans, mais il y a cette sensibilité-là qui s'exprime évidemment dans ses films. Ce qui sera reproché par le mouvement néoréaliste, qui est la gauche italienne, on va dire plutôt orthodoxe à ce moment-là. Et par cet aspect-là, il semble s'en écarter un petit peu, et il va très vite se détacher du mouvement. Il aura une carrière très riche, très libre, et puis, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, à la fin de sa carrière, il va tourner des fictions d'éducation populaire pour la télévision. Il ne croit plus du tout dans le cinéma à partir du mi-temps des années 60. Il dit, le cinéma, c'est fini. Maintenant, c'est la télévision qui est un organe extrêmement important. C'est ça qui parle aux gens, qui peut toucher le plus de gens. Et il va aller plus loin encore dans le fait de se débarrasser d'un style, de ne pas avoir de signature d'auteur et de filmer au plus près des choses. J'ai toujours le microphone dans les salles. Oui, au fait, il y a ces très grands cinéastes comme Bergman aussi, comme Rossellini, ils n'avaient pas eu peur de considérer la puissance de ce nouveau média qui était la télévision. C'est-à-dire, ils avaient compris la puissance. Et c'est très dommage que ça n'a pas été plus compris, parce que peut-être qu'on aurait eu une meilleure télévision. Mais bon, ce que aussi, parce que tu as parlé de... Moi, je voudrais poser 2 questions à toi, parce que je suppose que tu peux absolument y répondre. Parce que j'ai vu quand même... Et après, je lirai le beau passage sur le style, tel qu'il lui-même le décrit. C'est est-ce qu'il y a une influence ou une part du cinéma allemand
spécialement dans ce film, dans l'Allemagne, parce que j'avais remarqué un peu de présence, disons, d'accent expressionniste lorsqu'il filme les intérieurs, lorsqu'il filme l'architecture. Oui, dans Allemagne année zéro, il y a un noir et blanc charbonneux qui en effet, qui fait penser à un cinéma allemand qui serait celui de la République de Weimar, un peu, hein, juste avant l'arrivée des nazis au pouvoir. Et moi, s'il y a une résonance que je trouve très forte avec ce film Allemagne année zéro, ce serait M le maudit de Fritz Lang. Parce que alors M le maudit, c'est différent parce que c'est un film policier, c'est une enquête sur des meurtres d'enfants, etc. Dans une Allemagne, elle aussi terrorisée par les crimes et par un climat de crise terrible. Mais c'est aussi un portrait de la société, un paysage social qui est établi avec différents personnages comme ça qui font une cartographie d'un monde social. Et je trouve qu'Allemagne année zéro, c'est pareil. Il y a cette idée-là aussi. Le petit Edmund, qui est le personnage principal du film, se promène entre différents groupes, différents endroits, différents lieux. Et la marche, je fais une petite parenthèse, mais la marche est extrêmement importante dans le film, le fait de se déplacer, hein, simplement passer d'un quartier à l'autre, passer devant les bâtiments, ça montre la ville, ça montre. Il y a beaucoup d'escaliers, il y a énormément d'escaliers dans ce film. C'est descendre, monter les escaliers. Et donc sur ce style qui est d'une simplicité extrêmement difficile à atteindre, ils répondent à la question de Éric Rohmer, qui est un autre, comme vous le savez, un autre grand cinéaste français. Pour en revenir à votre style, ce qu'il peut avoir de déroutant, c'est l'absence de ce qu'on appelle les effets de cinéma. Vous ne soulignez pas les moments importants, vous restez toujours non seulement objectif, mais impassible. On a l'impression que tout est sur le même plan par une sorte de propos délibéré. La réponse. J'essaie toujours de rester impassible. Je trouve que ce qu'il y a de d'étonnant, d'extraordinaire, d'émouvant dans les hommes, c'est justement que les grands gestes ou les grands faits se produisent de la même façon, avec le même retentissement que les petits faits normaux de la vie. C'est avec la même humilité que j'essaie de transcrire les uns et les autres. Il y a là une source d'intérêt dramatique. Je pense qu'il résume assez bien ses objectifs. Oui, c'est vrai, c'est une très belle citation. Il y a aussi une phrase qui était très célèbre de Rossellini. Je la cite de mémoire. Je crois aussi que c'était dans un entretien avec... peut-être même le même entretien, je ne sais plus. Mais en tout cas, on l'interrogeait sur le montage dans ses films. Parce que Rossellini n'a pas un montage signifiant, un montage qui relairait comme ça une espèce d'obligation de hiérarchiser les événements, les causes, les effets. Il ne découpe pas à l'extrême une scène de dialogue, par exemple, en faisant des chants contre chants, en montrant un interlocuteur puis l'autre. Non, il essaye d'unifier et de conserver des scènes, voilà, en bloc, comme d'avoir toujours une expérience directe des choses qui sont en train de se dérouler et des événements qui sont filmés. Donc, pour lui, l'enjeu, c'est de découper le moins possible, en tout cas dans ce que permettent les circonstances du tournage. Et il avait cette phrase qui est très connue et en même temps très parlante, qui est les choses sont là, pourquoi les manipuler, hein? Et c'était une sorte de morale de cinéaste aussi, hein. Il y a une réalité qui se présente à nous, pourquoi la triturer, la manipuler, la transformer par le montage, alors qu'il s'agit d'abord de l'observer, de la capter, de la saisir.
Ça me semble être aussi une donnée très importante pour le cinéma de Rossellini. Et ça a souvent été mal interprété, parce qu'on se dit, ah, Rossellini, bon, bah alors, si les choses ne doivent pas être manipulées, il s'agit juste de poser sa caméra et d'enregistrer. On appuie sur le bouton et puis c'est tout. Mais non, bien sûr que non, ce serait trop simple. Il y a une mise en scène, mais elle est discrète. Il y a une écriture, mais elle essaie de respecter les choses et un réel que Rossellini considère sans hiérarchie, en tout cas sans hiérarchie immédiate. Comme il le dit dans la citation, entre les petites choses et les grandes choses, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de hiérarchie, quoi. Et ça me semble être une vraie donnée importante de son style. Peut-être qu'on peut... Je ne sais pas si on a le temps ou pas du tout. Peut-être qu'on peut revenir à la question, juste, si je peux dire, aux conditions de possibilité d'émergence d'un tel cinéma, et puis un peu peut-être sur la situation européenne à ce moment-là, parce que quand même, il est impossible de ne pas remarquer que les trois films, enfin les deux du moins, et puis c'est lui, un dont je voudrais aussi vous dire quelque chose qui est fait avant le film, Le Navire blanc, oui. On ne peut pas ne pas remarquer que les films sont faits pendant la guerre. Et les deux, et puis le troisième, mais c'est pendant la guerre qu'il tourne ses plus grands films. Alors l'Italie a une énorme production. Elle est, après le VGIC de Moscou, c'est les premiers studios la première école Centro Sperimentale, c'est en 1935 qui est créé à Rome. Ensuite, juste 2 ans après, il y a le studio Cinecittà. Donc, c'est vraiment l'Europe. D'ailleurs, il s'inspire, Mussolini s'inspire des soviets, en fait, de Lénine. Il comprend aussi la puissance du cinéma. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de revues de cinéma. En Italie, il y en a plusieurs. Dans l'activité critique, intellectuelle est extrêmement vivante. Et d'ailleurs, ça sera peut-être un peu long, il y a aussi on en veut à Rossellini aussi, parce qu'avant de faire ces films, disons, révolutionnaires, il fait d'autres films qu'on n'a pas vu, et que voilà, ça c'est un autre thème, qui c'est à la fois un défaut et puis un grand avantage, parce qu'il sent l'époque, il sent le changement, il sent la transformation, etc. Mais peut-être, est-ce qu'on pourrait dire qu'un tournant important pour lui-même est justement le tournage de ce navire blanc, qui est une commande, et qui précède de 3 ans Rome, ville ouverte. Oui, parce que Rome, ville ouverte n'est évidemment pas le premier film de Rossellini. Et c'est important de le dire, parce que ça montre aussi à quel point un homme peut changer, peut se réformer lui-même. Rossellini est natif de la bourgeoisie romaine. Son père est médecin. Il grandit dans les années... Enfin voilà, il grandit au début du siècle. Il tourne ses premiers films en 1935, ce sont des courts-métrages. Et il a une facilité pour tourner, parce qu'il est, pour passer au long métrage, en tout cas au début des années 40, parce qu'il est ami avec, c'est un grand ami de Vittorio Mussolini. Alors Vittorio, c'est pas Benito, c'est le frère de Benito Mussolini, et Vittorio est chargé du cinéma. En Italie, c'est lui qui est le directeur, c'est lui qui lance même un grand festival qui existe encore aujourd'hui, c'est la Mostra de Venise, c'est le plus ancien festival de cinéma au monde, et voilà, et Roberto Rossellini est ami avec Vittorio, et il peut passer au long métrage avec une autre trilogie, hein, elle est appelée comme ça a posteriori, on l'appelle aujourd'hui la trilogie fasciste, parce qu'il la tourne voilà, dans les années 40, pendant la guerre, donc, et à un moment où Vittorio lui met à disposition des facilités de tournage
voilà, tout à fait considérable, et notamment le Navire blanc, qui est un film de propagande, voilà, qui défend l'armée italienne. Un soldat revient aussi, son film suivant, voilà, c'était à la gloire de la campagne de l'armée italienne en Grèce. Voilà, donc c'est des films clairement de propagande de guerre. Et le Navire blanc, ce qui est intéressant, c'est qu'il est tourné avec l'armée italienne, enfin, avec le concours de l'armée italienne. Mais les comédiens du film sont des soldats. C'est-à-dire, ce sont des amateurs. Et on pourrait dire, bon, ben voilà, c'est des films de propagande, c'est complètement différent de ce qu'il a fait par la suite. Mais ce qui est très intéressant avec ces films, ils sont vraiment passionnants à regarder, c'est que oui, certes, ils sont bien sûr soumis au régime et diffusent un discours comme ça qui est complètement conforme au fascisme italien. Enfin, en tout cas, un discours pro-armée, quoi, voilà, pro-guerre, et avec aux côtés de l'armée italienne. Mais dans la méthode, c'est saisissant de voir que Rossellini travaille déjà avec des non-professionnels, des comédiens amateurs, des gens, voilà, des soldats, quoi, ces corps d'armée qui sont mis à sa disposition. C'est la marine, je crois que c'est la marine italienne qui est mise à sa disposition, ou alors je ne sais plus exactement, oui, ça doit être ça, des corps de marine. Et voilà, et il fait avec ces gens qui sont, voilà, qui sont des amateurs. Et tout le cadre scénaristique du récit peut être classé dans la propagande, mais ce qu'il nous montre, les êtres, les personnages, etc., ben, c'est déjà une pointe de réalisme. Et il le dit, en fait, c'est incroyable, parce que c'est tout ça, c'est un film de comment, du gouvernement. Ça lui vient grâce à cette connaissance avec le frère. Bon, mais il dit, dans le Navire blanc qui précède de 3 ans Rome, ville ouverte, il n'y avait aucun acteur professionnel. C'était du néoréalisme avant la lettre. Mais il dit, c'était déjà la même position morale. Et là, c'est intéressant. Savez-vous ce que c'est qu'un navire de guerre ? C'est épouvantable. Il faut sauver à tout prix la vie du navire. Il y a là de petits hommes qui ne savent rien du tout, de pauvres êtres recrutés dans des campagnes, entraînés à manœuvrer les machines qu'ils ne comprennent pas. Ils savent seulement qu'au signal d'une lampe rouge, il faut presser un bouton, d'une lampe verte, abaisser un levier. C'est tout. Ils sont enfermés dans cette vie, ils sont là, cloués dans leur section, cloués absolument, car si une torpille atteint le navire, une partie a beau être inondée, le reste sera sauvé. Telle est la condition épouvantable et héroïque de ces pauvres gens qui ne savent rien du tout. Un combat dans un navire de ce genre, on ne l'entend même pas. On coupe aussi la ventilation pour que les gaz des explosions éventuelles ne se répandent pas à l'intérieur du navire. Ils sont là donc dans une atmosphère, une chaleur épouvantable, derrière les cuirasses d'acier, bloqués, non pas enfermés, bloqués, assourdis par un bruit vague et incompréhensible. Ils ne savent rien, etc. Donc, c'est en contradiction avec ce qu'il est. En fait, cette déclaration est en contradiction totale avec le désir de ses commanditaires. C'est génial parce que il nous dit où est le réalisme et où est la morale du cinéaste. C'est dans le regard, hein. Beaucoup plus que dans le scénario, dans les thèmes, le discours, etc. C'est un exercice du regard. C'est là que ça se passe. Et oui, alors on peut faire du cinéma dans des périodes troublées comme le fascisme, etc. Mais en effet, Rossellini prépare ce qui va devenir, comme on le disait, sa grande révolution. Et c'est, oui, ben voilà, c'est un parcours hein, aussi. Et comme on le disait, avec Rome, ville ouverte, il engage ses propres finances. C'est un film qui est tourné de façon discontinue, intermittente. Hein. Il a un peu d'argent, il tourne, il va en rechercher, il retourne une autre scène, etc. C'est interrompu ça prend du temps, hein, tout ça. Mais Rome, ville ouverte, c'est un tournage assez condensé, plus rapide, plus tenu. Et il y a surtout, il me semble, quand même une part... voilà, on a parlé évidemment de tout le contexte européen, mais il y a quelque chose de personnel aussi dans Rome, ville ouverte. Le film est dédié à un de ses enfants, Romano, qui était mort, qui était décédé. Et c'est une dédicace qui, je crois, ouvre le film.
Et il y a comme ça, il y avait 2 enfants à l'époque, il en aura d'autres par la suite. Mais il y a aussi cette espèce dans les ruines de la guerre, dans le paysage de destruction auquel il nous confronte, le spectre aussi, enfin en tout cas le souvenir de cet enfant disparu qui se superpose au film. Il y a aussi, là, j'y pense, parce que donc ce film-là, ce Navire blanc, il a été financé, très financé, etc. Par contre, Rome, ville ouverte, est un film où il est obligé il achète, au fur et à mesure que le tournage avance, il achète les petites boîtes de pellicules de photographie pour faire pour arriver à coller ce film. Et aussi, on en a un peu parlé, alors que ça figure partout, bon, mais c'est si peu important finalement, c'est que c'était des tournages qui étaient à l'extérieur et que, voilà, on n'avait pas tous ces décors, en fait, tout cet artifice que supposait le cinéma d'avant. De studio, oui. Mais c'est vrai qu'on vous parle depuis tout à l'heure de révolution, de rénovation, etc. Vous allez voir un film, là, qui est aujourd'hui considéré comme un classique et qu'on a pris l'habitude, voilà, qu'on a intégré comme tel. Et il faut évidemment se projeter à l'époque dans tout ce que ça change. Alors je pense qu'Allemagne année zéro est quand même l'un des plus cinglants, l'un des plus... Voilà, un coup de tonnerre, hein, véritablement. C'est un film qui ne laisse pas indifférent et qui provoque même un choc intérieur. Vous allez voir pourquoi, je n'en dis pas plus et je ne dévoilerai rien du film. Mais on aurait tort d'en rester à la vision qu'on a du cinéma aujourd'hui, parce qu'évidemment, l'héritage de Rossellini est passé dans le domaine courant, et puis le cinéma a beaucoup évolué. Mais il faut se replacer à ce moment-là, ou simplement voir une rue telle qu'elle est, dans un cadre de fiction, c'est extrêmement rare. Il n'y en a pas beaucoup qui faisaient ça. Ce réalisme-là, d'aller filmer dehors, de ne pas reconstruire, de ne pas reconstituer une scène, des bâtiments écroulés comme ça, mais simplement de faire avec, de prendre la ville de Berlin comme théâtre en quelque sorte et comme scénographie, de simplement plonger ces acteurs dedans, de les mélanger avec des gens qui ne sont pas acteurs, des vrais passants, des vraies traces de la réalité. À l'époque, c'est une révolution. C'est quelque chose qui ne se faisait pas et qui a même beaucoup choqué. On ne s'imagine pas aussi à quel point ça a choqué les contemporains. Et à quel point, par exemple, on revient 2 films avant, à Rome, ville ouverte, quand il passe au cinéma, mais le film se fait d'abord siffler. À Cannes, une partie du public, il passe à Cannes en 1946, un an plus tard. Hein, tout ça lié à des circonstances bien précises. Mais les gens, à Cannes, le film est dénoncé parce que pour des défauts techniques. On dit c'est mal cadré, c'est mal éclairé, etc. Ça crée un scandale parce que, évidemment, les professionnels, le cinéma de studio bien constitué, etc. Voilà une sorte de menace aussi, hein, parce que si on peut tourner avec des pellicules légères dans la rue comme ça, c'est toute une corporation qui se sent menacée. Là, ils disent, par exemple, la première critique italienne que j'ai eue entre les mains parlait du cerveau en pourriture du metteur en scène et poursuivait sur ce ton. Donc, c'était à Cannes, il n'avait pas du tout, on l'avait même pas du tout constaté, etc. C'était pas du tout important comme. C'est après, oui, c'est après que le film, il a été réhabilité par la critique, pris en main aussi. Il y a les cahiers du cinéma, la critique française qui a fait beaucoup pour le film, mais ça a pris du temps, hein, évidemment. Hein, ça n'a pas été quelque chose de gagné. Après, c'était l'influence vraiment sur on peut dire, sur toute la nouvelle vague. C'était cette histoire de facture documentaire et dramaturgie de fiction qui a été reprise par l'ensemble de nouvelles vagues partout en Europe. Et puis également aussi bon, c'est peut-être assez. Le moment de voir le film. Oui. Voilà. La question.
C'est le moment de regarder. Alors, je veux quand même dire aux jeunes filles de faire un effort d'écoute et de réception de ce que vous avez entendu. Je suis sûre que vous n'avez pas tout enregistré, c'est normal. Parce que nous-mêmes qui connaissons Rossellini, nous apprenons beaucoup ce soir. Je veux remercier d'ailleurs Irena et Mathieu qui ont été capables de nous présenter une œuvre, une période, un homme, sans nous dévoiler le contenu du film, parce que il faut le faire, parce que vous allez comprendre pourquoi en voyant le film, bien sûr. On ne peut pas parler de ce film sans savoir, évidemment, l'histoire de ce film. Et là, bravo. Vraiment, c'est formidable. Alors, on va les applaudir déjà. Et puis, je voulais... Irena, je la connais très très bien, je ne connaissais pas Mathieu, mais en regardant de nouveau Allemagne année zéro, avec une de mes petites filles qui avait 16 ans, donc plus jeune que vous, qui m'a questionné tout le long du film, qui voulait savoir la fin avant la fin. Puis quand je lui ai dit la fin avant la fin, elle m'a dit « Ah, fallait pas me le dire !» Bon, alors, on va pas vous le dire, évidemment. Mais j'ai vu dans les suppléments, il y avait un supplément de Roberto Rossellini lui-même, interviewé, et il y avait 25 minutes de Mathieu. Donc j'ai découvert Mathieu dans le coffret de Rossellini en regardant de nouveau le film. Et je voulais au départ, pour animer la discussion, un autre critique de cinéma qui s'appelle Bernard Eisenschitz, qui a coordonné un très gros livre sur Rossellini de Tag Gallagher, 1000 pages. On ne va pas vous les proposer à la lecture, mais qui m'a dit qu'il ne pouvait pas venir ce soir et qui m'a recommandé Mathieu. Et quand il a vu que Mathieu était là, il m'a dit « Tu as le meilleur ». Donc, on va encore l'applaudir. Et maintenant, on va proposer à notre régisseur d'envoyer le film. Bonne séance et à tout à l'heure. Il dure 1h15, il n'est pas très long, mais nous aurons l'occasion de poser des questions. Réfléchissez à vos questions, vous en aurez peut-être les jeunes, parce que c'est des périodes qui ont touché des jeunes, plus jeunes que vous aussi, bien sûr. Vous allez le constater dans le film. À tout à l'heure.